Et à présent, nous allons parler d'un sujet sensible et délicat, mais bien d'un sujet important de notre société, c'est la prévention du suicide. Et je suis avec David Lenori, chargé de mission et référent territorial en éducation pour la santé au centre hospitalier Les Genêts de Picauville. Bonjour monsieur et merci d'être avec nous. Bonjour. Alors, tout d'abord, est-ce que l'on peut recadrer la situation actuelle en France à propos du suicide, justement ? Oui, alors c'est vrai que le suicide c'est un grand problème de santé publique parce que ça touche, il y a plus de 10 000 décès par suicide par an à peu près, donc c'est un chiffre qui diminue depuis une dizaine d'années au niveau national, mais qui a tendance parfois dans certains départements à augmenter, à avoir des variations importantes. C'est 2 fois plus quand même que les accidents de la route. Dans la Manche, c'est même parfois 3 fois plus, ça dépend des années. Donc 200 000 tentatives de suicide aussi par an, par rapport à, si on veut faire un petit peu un point statistique par rapport à tout ça. Et c'est un décès sur 50 décès en France, donc sur une année. Donc c'est vraiment une part importante des décès en France, et la France est assez mal située au niveau des pays européens. On est dans les premiers, derrière les pays de l'ex-Russie, etc. Donc on fait partie des pays fortement touchés, et puis notre département fait partie des départements fortement touchés au niveau national. C'est un véritable problème de santé publique en France. Tout à fait, oui. Donc je rappelle que vous êtes le référent territorial en éducation pour la santé. La prévention du suicide est l'une des priorités de l'Agence régionale de la santé en Basse-Normandie. Quelles sont vos missions, votre rôle et vos outils pour lutter contre ce fléau, justement ? Alors, à mon niveau, entre guillemets, au niveau d'action de prévention en santé publique, il y a plusieurs missions un petit peu différentes. La première, c'est essayer de travailler autour de ce qu'on appelle le tabou du suicide, c'est-à-dire d'informer la population, d'informer par des colloques, des conférences, des soirées publiques, autour de notamment ce que c'est que le suicide véritablement, et puis de débattre autour de ce qu'on appelle les idées reçues, qui sont souvent véhiculées dans la société, qui sont parfois fausses. On dit souvent, par exemple, que parler du suicide à quelqu'un, ça peut inciter à passer à l'acte. On sait depuis déjà un bon nombre d'années que ce n'est pas vrai, qu'au contraire, bien au contraire, parler du suicide avec quelqu'un, ça peut aussi désamorcer un passage à l'acte suicidaire. La question, c'est comment est-ce qu'on en parle, et est-ce qu'on se sent assez en confiance pour pouvoir en parler et ouvrir la porte à ce type d'échanges entre guillemets qui sont jamais anodins. Donc il y a ce type d'actions qui sont des actions vraiment très en amont. On a aussi beaucoup d'actions autour des formations, de la formation des professionnels et ce qu'on appelle nous les acteurs de première ligne, de proximité entre guillemets, que peuvent être les médecins, les assistants sociaux, les professionnels d'éducation nationale, etc., pour qu'ils sachent mieux repérer ce qu'on appelle nous les crises suicidaires, c'est-à-dire le processus suicidaire des personnes à travers à travers des échanges, à travers une évaluation d'où se trouve la personne par rapport à un processus, à une idée suicidaire. Donc ça, c'est un deuxième élément qui est assez important. Et puis après, évidemment, il y a tout le travail qui sont faits par les équipes, qui sont faits par les équipes soignantes, mais là qui s'écartent un petit peu du domaine de la santé publique, qui rentrent plus dans le droit commun et au niveau du soin. C'est mauvais. C'est un énorme travail au quotidien pour lutter justement contre ce problème. Alors c'est un sujet poignant et sensible qui malheureusement touche encore de plus en plus les jeunes. Et je voudrais justement revenir sur l'incident tragique d'il y a quelques semaines avec ce suicide d'une jeune fille en direct sur une application smartphone. Est-ce que justement ces nouvelles technologies, les réseaux sociaux et en général cette société 2.0 plus généralement favorisent malheureusement le passage à l'acte chez les jeunes et les moins jeunes ? Alors c'est assez complexe. Alors juste, je vais me permettre quand même de modifier. Quand vous disiez que ça touche de plus en plus les jeunes, c'est vrai que les jeunes sont touchés par le suicide. Heureusement, il y en a peu de suicides chez les jeunes, mais évidemment dans les données de mortalité, ça prend une part importante. C'est la deuxième cause de mortalité chez les 24 ans. Voilà. Donc c'est important, mais heureusement, il y en a très très peu. Par contre, ils ont un retentissement médiatique extrêmement important du fait de l'écho que ça peut susciter, notamment dans les familles, parce que c'est un décès d'un adolescent. Oui, l'impact n'est pas le même. C'est un impact extraordinaire sur la famille, extraordinaire dans le négatif, bien sûr. C'est vrai par contre, on parle beaucoup du suicide des adolescents, on parle peu du suicide des personnes âgées qui sont bien supérieures en termes de nombre. C'est 3-4 fois plus. Donc, mais
qui sont médiatiquement beaucoup moins connus et beaucoup moins reconnus et qui impactent moins, je vais dire, le tout à chacun entre guillemets au niveau de sa conscience morale. Donc par rapport à ce que vous évoquiez sur l'internet et puis les décès chez les jeunes et les passages à l'acte chez les jeunes, Internet, c'est un outil de communication avant tout, donc le 2.0, c'est du positif et c'est du négatif, dans le sens où c'est un outil de communication qui relie les individus, c'est-à-dire que dans le positif, on peut dire que les gens se connectent plus facilement, ont accès plus facilement à des communications, à des forums, notamment chez les jeunes. Il y a beaucoup de forums pour les jeunes qui peuvent être en désespoir ou en mal-être, etc. Dans la Manche, par exemple, il y a quelque chose qui existe qui s'appelle les promeneurs du net, qui à partir des maisons des ados, où des professionnels surveillent les échanges ou sont disponibles pour les jeunes qui sont en mal-être. Donc il y a tout ce côté positif, c'est-à-dire pouvoir accéder à de l'échange avec des personnes, qui soient des professionnels ou d'autres personnes ou d'autres jeunes. Et puis, en effet, le négatif qui est tous les phénomènes de harcèlement qu'on connaît, mais qui sont qui étaient déjà présents, mais qui, avec l'Internet, prennent un cadre un peu différent, dans le sens, voilà, plus d'ampleur, dans le sens où, même à la maison, entre guillemets, le harcèlement à l'école, même à la maison, il est toujours présent, alors que c'était pas forcément le cas avant. Donc, ça prend un retentissement plus important. Et puis, il y a aussi ces phénomènes que vous évoquiez, là, c'est sur, par exemple, ce cas de cette jeune femme qui a filmé son décès, et pour le présenter sur les médias sociaux. Alors là, c'est encore un autre phénomène qui est relativement rare et heureusement, mais c'est vrai que ce qu'on observe souvent dans les problématiques suicidaires, c'est la question de l'isolement, la question de la souffrance, parce que c'est avant tout, on peut discuter sur le fait des motivations qui ont poussé cette jeune femme à mettre cette vidéo-là, mais faut avant tout reconnaître la grande souffrance dans laquelle elle était dans cette situation pour en arriver à se suicider. Et par rapport à ça, il semble que la question de l'isolement et le fait que le suicide arrive généralement dans un contexte très particulier, avec dans ce cas-là, il semblerait qu'il y a eu des soucis, une problématique de violence, de viol, etc. C'est aussi un essai, une tentative pour la personne en souffrance de se réapproprier quelque chose et de montrer au monde, de se réapproprier sa mort en disant je suis en capacité de faire quelque chose de ma mort, de ma propre mort. Ce qui est un peu ce qui peut être problématique, notamment chez les jeunes, c'est après le traitement médiatique qu'on va en faire. Le traitement médiatique de cette affaire-là, entre guillemets, a été plutôt bien fait dans le sens où il n'y a pas eu de phénomène, ce qu'on peut parfois appeler des phénomènes d'héroïsation de la personne du jeune qui décède, qui là peut entraîner des phénomènes de contagion qui sont assez importants à cet âge-là. Au contraire, il y a eu une prise de distance des médias par rapport à cette question-là, parce que aussi ce passage à l'acte était assez choquant, entre guillemets. Mais la question notamment pour l'adolescent, c'est la question du modèle, c'est-à-dire que dans un décès par suicide chez un adolescent, c'est tout le modèle qui va pouvoir être repris par les autres adolescents en souffrance de l'image que va montrer cet adolescent qui est décédé. C'est-à-dire si on en fait une image positive de quelque chose, d'une volonté de faire quelque chose de positif de sa mort, ça peut entraîner des aspects assez négatifs, entre guillemets, pour d'autres qui sont en recherche de sens, qui sont en recherche de sortir de leur propre souffrance, alors que un traitement de l'information plus neutre, entre guillemets, en indiquant notamment que cette jeune femme devait être en souffrance extrême pour en venir à passer à l'acte, permet de protéger, entre guillemets, globalement, l'entourage et puis d'autres jeunes gens qui auraient des idées suicidaires d'un passage à l'acte. Ça, on s'est aperçu de ça depuis un certain nombre d'années. Il y a des programmes notamment qui travaillent auprès des médias pour ce qu'on appelle le programme Papageno. C'est un programme justement qui vise à prévenir les passages à l'acte, justement
en sensibilisant les médias à l'information autour des problématiques suicidaires. D'accord, il faut faire attention que la médiatisation ne prenne pas le pas, entre guillemets, sur la prévention et le travail que vous faites au quotidien, en fait. Exactement, et puis ce qu'on observe aussi, c'est que bien souvent dans les suicides des jeunes, c'est que on cherche un sens au suicide, on va valoriser la personne qui est décédée par suicide parce que c'est bien normal, parce que quand c'est quelqu'un de proche, on va rechercher des choses positives, et puis ça c'est normal pour la famille. Après c'est la question comment est-ce que les médias vont s'en emparer. Comment est-ce que c'est traité derrière. Comment est-ce que c'est traité derrière. Et c'est là où on a tout à chacun, on a tous une responsabilité dans ce traitement et l'image que l'on peut donner des personnes en souffrance et qui passent à l'acte, qui se suicident, c'est que ce sont avant tout des personnes qui souffrent énormément avant d'être des modèles et des héros, entre guillemets, que l'on peut montrer en exemple. D'accord. Bon, du coup, dernière petite question. Alors, il existe des outils et des interlocuteurs pour les victimes et les familles des victimes. Alors, comment est-ce qu'on peut vous joindre ou être accompagné en cas de problème ou de signe alarmant bien chez quelqu'un? Alors, le réflexe, on va dire, ça dépend évidemment du degré d'urgence. Mais le premier réflexe, le premier interlocuteur dans le dispositif de soins, c'est le médecin traitant. Donc les médecins traitants, c'est vrai que si on se pose des questions, le médecin traitant, c'est l'acteur de proximité dans le dispositif de soins. Alors après, c'est vrai que le médecin, c'est vraiment le premier interlocuteur à aller voir en cas de problème. D'abord, généralement, la personne connaît son médecin traitant ou la famille connaît, le médecin traitant généralement est encore assez proche des familles. Après, ça dépend des situations, mais globalement, le médecin traitant peuvent être des ressources de proximité parce qu'ils sont présents sur des larges plages horaires. Il y a bien sûr, évidemment, en cas d'urgence, le centre 15, l'appel au 15, tout simplement aux urgences. Il y a des urgences psychiatriques au centre hospitalier du public du Cotentin, par exemple. Donc, dans le cas de passage à l'acte, etc. Il y a aussi des dispositifs de droit commun de la psychiatrie, c'est-à-dire les centres médico-psychologiques, donc qui sont où on peut appeler pour avoir un rendez-vous avec un psychiatre, un psychologue ou même un infirmier pour d'abord pouvoir évoquer sa situation, notamment pour les proches et les familles. Après, il existe aussi des associations, notamment là vous parliez des proches en deuil. Il existe des associations qui accompagnent les proches en deuil d'un décès par suicide. Il y a Vivre son deuil, il y a Jonathan Pierre Vivante. Et puis après, il y a encore d'autres niveaux qui sont des niveaux d'appel, des numéros de téléphone nationaux, type SOS Amitié, qui est par exemple un des grands acteurs de la téléphonie d'aide, entre guillemets, y compris qui accueille beaucoup de personnes en mal-être et en crise suicidaire. Donc il y a tout un panel, mais ce qu'il faut savoir, ce qui est compliqué, c'est que dans le processus suicidaire, c'est que la personne d'elle-même va difficilement faire le pas vers elle va rester renfermée sur elle-même peut-être. Voilà, et donc c'est vrai que ce qui est complexe, c'est pour l'entourage et l'environnement d'arriver à déceler que la personne est en souffrance. Parce que souvent, la personne en souffrance protège ses proches aussi et donc laisse pas forcément voir quelque chose de son mal-être. Et qu'il y a aussi, parfois, dans la perspective d'un passage à l'acte suicidaire, un effet apaisant pour les personnes en souffrance, de se dire que si ça va vraiment pas, il y aura toujours cette solution-là qui existera pour elle. Et donc, du coup, on pourrait parfois, quand on est proche, se dire ça va mieux, parce que les moins angoissés parlent moins d'idées. Parfois on parle d'idées noires, on parle d'idées suicidaires, mais voilà, et les moins défaitistes. On a l'impression que ça va mieux, qu'elle a un peu un repris, mais en fait c'est parce que la personne a son idée, par exemple un scénario suicidaire, et elle sait que si quelque chose ne va vraiment pas, elle aura cette entre guillemets solution pour mettre fin à sa souffrance. Donc c'est vrai que c'est compliqué pour l'entourage, notamment l'entourage familial, d'arriver à déceler ces signes de souffrance. Mais voilà, après, en cas de questionnement, en cas de soucis, il ne faut pas hésiter à contacter son médecin traitant ou même vraiment le centre 15 en cas d'urgence. D'accord. Eh bien, merci en tout cas, Monsieur Lenory, d'être venu nous parler de ce sujet et puis de témoigner et puis pour sensibiliser aussi nos auditeurs et puis d'être venu répondre à nos questions au micro d'AG FM. Je vous remercie. Je vous remercie. Au revoir. Au revoir.